Celui-là, il marche. Ça fonctionne. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup de continuer cet après-midi RH. Donc, bienvenue à cet atelier sur les risques psychosociaux. Un sujet dont on parle de plus en plus, heureusement, à la santé mentale des travailleurs humanitaires. Sujet qui est encore plus à l'ordre du jour avec cette crise que traverse le secteur et les difficultés que vivent nos collègues, qu'ils soient sur le terrain ou dans les sièges. Dans beaucoup d'organisations humanitaires, on voit déjà des actions de sensibilisation, notamment dans les PAD, les préparations au départ, dans les processus d'induction, comment on dit en français, induction, d'intégration, merci beaucoup. Et puis on a bien sûr depuis très longtemps des cellules d'écoute psychologique, qu'elles soient internalisées ou externalisées. Et donc nous, la question qu'on s'est posée pour préparer cet atelier, c'est comment aller plus loin. Et comment aller plus loin, on s'est dit, c'est transmuter, transférer cette responsabilité, cette question qui actuellement est plutôt individuelle, dans le sens de comment apprendre à nos collaborateurs à mieux gérer leur stress, comment apprendre à nos collaborateurs à ne pas aller au burn-out et comment leur apprendre à être plus résilients et à se remettre d'un burn-out quand ils l'ont vécu. Et en fait, nous, on voudrait déplacer ce débat-là vers un débat plus organisationnel, plus institutionnel. Quel est le rôle des organisations et qu'est-ce que les organisations peuvent faire sur le plan donc, de la prévention des risques psychosociaux, non pas à un niveau individuel, mais à un niveau organisationnel. Donc pour cela, je suis très bien accompagnée par 3 animateurs que je vais leur laisser le soin de se présenter chacun. Oui, c'est vrai, je me suis pas présentée, mais comme j'étais déjà à la conférence avant et que peut-être il y avait déjà des gens. Donc effectivement, je suis Estelle Robert, fondatrice de Humanitalent, professionnelle RH dans le secteur depuis 20 ans maintenant. J'accompagne des acteurs de la solidarité internationale dans leurs enjeux RH à travers le recrutement, la formation et du conseil RH. Merci Sophie. Bonjour, moi c'est Sophie Echalier. Je travaille au sein du collectif Perspective Coaching et on s'est spécialisé dans le mieux-être au travail d'un point de vue individuel, mais aussi collectif et organisationnel. Et notamment, on fait de la formation et du coaching. Bonjour, moi je m'appelle Sarah Verrier. Je suis ici, je représente Co-Create Humanity. Je suis père aidante humanitaire en santé mentale. On aura peut-être l'occasion plus tard de parler de la père aidance en santé mentale. Et je suis également travailleuse humanitaire depuis 2010 et formatrice au métier de l'humanitaire. Et bonjour à toutes et à tous. Donc Bertrand Groussard, moi je suis psychologue du travail et j'interviens principalement dans tout ce qui est formation et prévention des risques psychosociaux. Et typiquement, ce sur quoi on a réfléchi avec toute l'équipe, c'était de vous proposer d'expérimenter quelques outils qu'on pourrait utiliser typiquement sur un accompagnement qu'on ferait avec n'importe quelle entreprise, collectivité ou ONG. Merci. Avant d'aller plus loin, un petit point vocabulaire pour qu'on sache bien de quoi on parle. Donc, risques psychosociaux, la définition, ce sont les risques pour la santé mentale, physique et sociale des travailleurs engendrés par les conditions de travail, les facteurs organisationnels et relationnels. Donc, ça englobe le stress, le harcèlement moral ou sexuel, les conflits, les insultes, les menaces, les agressions. Et comme l'a dit Bertrand, on a voulu aujourd'hui vous proposer un atelier pratico-pratique et non pas une table ronde ou une conférence. C'est pourquoi vous êtes déjà dans des groupes. Alors, je vais quand même vous proposer, on voudrait savoir qui parmi vous a déjà fait du terrain. Est-ce que vous pouvez vous lever, ceux qui ont déjà fait du terrain en mission humanitaire, s'il vous plaît? Ok. Donc, je pense qu'on peut faire un groupe. Du coup, pour ceux qui ont déjà fait du terrain, comme il y a déjà beaucoup de gens qui sont dans le groupe du fond, on vous invite à tous vous rassembler dans le même groupe au fond. Ceux qui n'ont pas fait du terrain, donc du coup, on aura un groupe ici et un groupe devant. Demandez s'ils ont déjà travaillé. Il y a pas mal de jeunes, ça se trouve, c'est des étudiants. Pas grave. Ouais, c'est pas grave. Et puis il y a des gens qui ne sont pas du secteur du tout. Oui, t'as raison.
Ah. Ok, merci beaucoup. Du coup, évidemment, on a 1 heure et quart ensemble, alors on va pas pouvoir aboutir à un outil qui sera finalisé, bien sûr, mais l'idée c'est de vous faire expérimenter une méthodologie que vous pourrez répliquer chez vous dans vos organisations. Et donc pour ça, vous allez être accompagné, donc chaque groupe va être accompagné par un animateur ou une animatrice, et je vous laisse démarrer. C'est Bertrand qui prend le gros groupe. Ouais. Tac, tac. Attends. Que les discussions sont pas finies, évidemment. C'est un travail qu'on peut pas finir en 1 heure et demie. Malheureusement, on n'a que ce temps-là aujourd'hui. Donc, je vous propose de clôturer cette partie-là et de passer à une restitution globale, commune. Et donc, je vais proposer à chacun des groupes de nommer un rapporteur pour faire une petite restitution à peu près 5 minutes. Et l'idée étant que le deuxième groupe ne répète pas ce que le premier groupe a déjà dit, et le troisième ne répète pas non plus ce que les groupes précédents ont dit, mais juste rajoute. Ok ? Je vous laisse 1 minute pour décider qui est votre rapporteur et mettre vos idées en place avant de vous passer la parole. Oui. On a déjà désigné notre... Vous avez un rapporteur ? Ouais, okay. Par contre, on n'a pas fait de flip chart. Aïe, aïe, aïe. Le rapporteur. On va faire poum-poum. Rognon, du cochon. Pour 1, pour 2. Je vous laisse finir. Vous avez un rapporteur ? Non. Voilà. Rognon. Sinon, il faut faire ploum-ploum. Ouais, voilà, c'est ce qu'on allait faire. Poule qui... Oui, voilà. C'est Hélène, c'est ça ? Oui. Ok. Parfait. Mais j'ai l'impression qu'à chaque endroit, il y a un nom différent. Qui c'est votre rapporteur ? C'est toi ? Ok. Tu te sens de commencer ? Oui. Allez, super. Du coup, on va commencer la restitution. C'est comment déjà ton prénom ? Justine. Justine va commencer à faire la restitution pour ce groupe. C'est bon pour toi, Sophie ? C'est bon ? Allez, super, merci. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Justine, je travaille pour Solidarité et j'étais dans ce merveilleux groupe. Donc, on a fait... Très bien. J'aurais jamais dû accepter de présenter. Donc, on a fait l'exercice des post-it avec effectivement plein d'éléments qu'on a souhaité partager, mais on s'est concentré ensuite sur le petit tableau, sur principalement la première catégorie, donc l'intensité et la complexité du travail, car c'était vraiment des éléments qui ressortaient le plus sur nos post-it, et notamment la charge de travail.
On est vraiment ressorti, enfin tout le monde a sorti son petit post-it en parlant de surcharge de travail. Et donc pour nous, c'était vraiment l'élément principal de stress. Et donc on parlait en tant que facteur de stress, on a parlé de la difficulté d'allier vie pro et vie personnelle, notamment sur la gestion des urgences, la gestion de certaines urgences le week-end ou le soir, parfois aussi assez tard. Donc forcément la surcharge de travail liée à plein de facteurs, aux urgences, mais également aux absences, etc. Et au fait de devoir continuer à travailler à tout prix. On a parlé aussi de glissement de tâches, alors parfois aussi lié à l'absentéisme, mais pas que, c'est le fait d'avoir une fiche de poste, mais de finalement se retrouver à faire beaucoup plus de choses que prévu, et notamment avoir des responsabilités sur lesquelles des responsabilités qu'on ne devait pas avoir à la base, mais pour certaines raisons être menées à les effectuer. Et parfois avec cette incompétence finalement que sur certaines tâches qu'on doit affronter et du coup qui peut générer énormément de stress. On a parlé aussi des outils non adaptés qui intensifient parfois le travail. Et par outils, il y a les outils techniques, mais aussi les outils de communication qui parfois peuvent être source de stress quand ils sont très mal utilisés. Sur les indicateurs, on a parlé un peu des expériences de chacun et comment était un peu évolué justement, évaluer déjà actuellement ces différents éléments au sein des différentes structures. On s'est rendu compte qu'il y avait des possibilités, par exemple, de voir les congés non pris. Ça, c'est quelque chose d'assez simple. Moi qui suis RH, je le vois quand on voit des congés, des comptes de congés complètement ahurissants, puisque des gens qui ne prennent pas leurs congés. Donc ça, c'est aussi possible de se rendre compte de la charge de travail des personnes. Et à contrario, il y a aussi pas à contrario, mais il y a également les heures supplémentaires, quand on voit des personnes qui font énormément d'heures supplémentaires. L'absentéisme, également. On voit aussi dans certaines structures de nombreux arrêts longs, et de nombreux arrêts tout simplement. Ça implique aussi forcément l'intensité et la complexité du travail. Mais également des indicateurs qui peuvent être via des enquêtes. Moi, je travaille du coup chez Solidarité et depuis ce mois-ci, nous mettons en place des enquêtes où tous nos salariés devront indiquer tous les mois comment ils situent leur charge de travail. Notamment, c'est un des indicateurs, mais il y en a à peu près 4 ou 5. Et ces indicateurs nous permettront par la suite de vérifier que des actions sont mises en place. Donc, si les indicateurs n'évoluent pas au bout de 3 mois, par exemple, il y aura des actions qui seront mises en place avec les responsables et les directeurs afin de mitiger ces choses. Donc, ça permet de faire la transition sur les actions de prévention et qu'est-ce qui peut être mis en place. On a parlé de suppression des congés non pris au bout d'un moment, ce qui implique différentes choses, c'est que le salarié prenne ses congés, mais que le manager pousse ses N-1 à prendre ses congés. On sait que c'est parfois aussi la pression structurelle et managériale qui pousse les personnes à ne pas prendre de congés. Il y a aussi des personnes qui sont incapables de s'arrêter. Ça, on le voit aussi, et c'est aussi important de les accompagner là-dedans. On a parlé de couper la connexion à partir de certaines heures, c'est-à-dire que tous les salariés ne peuvent plus avoir accès à leurs emails ou à leur compte Office 365 à partir d'une certaine heure. Apparemment, ça existe, je crois que tu disais, chez Orange. Voilà. Voilà, donc ça c'est une des solutions et ça permet aussi forcément, ça pose la question des urgences et on s'est posé la question de pourquoi il y a autant d'urgences parfois sur certains sujets, parce que tout n'est pas urgence. L'urgence de l'autre n'est pas forcément l'urgence de la structure et est une vraie urgence. Donc, c'est redéfinir les procédures de gestion des urgences. Quelles sont les urgences? Comment on communique l'urgence? Parce que parfois, on communique l'urgence par email, par
par Teams, par WhatsApp, etc. Donc ça permet aussi de redéfinir les canaux de communication et redéfinir qui gère les urgences, vraiment en lien aussi avec le glissement de tâches, parce que parfois il y a des personnes qui sont menées à gérer des urgences et qui ne le devraient pas. On a parlé aussi en action de prévention de la formation au management, puisqu'on constate dans beaucoup de structures, en tout cas, que des personnes qui arrivent à certains postes de responsabilité ont un apport technique certain, mais ne sont pas forcément managers. Et ça pose pas mal de difficultés justement sur la gestion des équipes et parfois, par exemple, sur la gestion micro de certaines tâches. Ils sont capables de gérer tout l'aspect technique de leur N-1, mais parfois moins de gérer des équipes. Donc la formation au management, puisque c'est un vrai travail, une vraie compétence. Et on a parlé aussi de mettre en place des formations de premiers secours en santé mentale, qui a été évoquée par Sarah, c'est ça ? Voilà, et du coup qui peut être un très bon élément. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup, Justine. Du coup, je vais passer la parole à ce groupe. Pascal, merci. Bien, bonjour tout le monde, ou bonsoir plutôt. Donc moi je suis pas un acteur, je suis juste un ingénieur en génétique qui vient ici s'informer. Donc j'ai participé à cette table avec tous mes collègues, mais j'ai plutôt, on va dire, je me suis investi sur mon expérience professionnelle personnelle, et vous verrez qu'il y aura. On va reprendre exactement en fait le facteur stress que ma collègue a développé précédemment. C'est exactement le même. Donc on a choisi surcharge de travail, puisque c'était le facteur qui revenait le plus souvent à la table. Et donc en termes d'indicateurs, on a identifié bien évidemment les heures supplémentaires réalisées par jour, les délais de rendu rallongés, la fatigue, les retards, la consommation de café, ça c'est pour le scientifique que je suis, les siestes nécessaires, mais aussi les arrêts maladie, ma collègue en a parlé à l'instant, mais aussi les changements de comportement bien évidemment, et notamment l'apparition d'irritabilité. Donc les absences, on en a parlé, et on a encore observé au niveau des indicateurs un rendu du travail bâclé, bien évidemment parce que le temps ne permet pas de réaliser un travail de qualité. On observe aussi une désorganisation, donc une absence de priorisation dans la gestion de la quantité de travail reçu. On va essayer de parer au plus pressé, et bien évidemment la priorisation nécessaire et préalable est bien souvent délaissée. Oui. Le temps de communication, effectivement, lorsque nous avons beaucoup trop de travail, en tout cas c'était pour moi le cas, on restreint notre temps de communication avec les collègues, et bien évidemment elle induit de facto un isolement et par conséquent une absence de convivialité qui peut se révéler au moment de la restauration. Généralement, au lieu d'aller manger on va dire en groupe collectif, les gens vont préférer manger sur le pouce en adaptant leur journée de travail avec ce moment très restreint de restauration. La prévention, c'est ça, hein ? Alors pour la prévention, il est généralement admis dans les entreprises comme celles que j'ai fréquentées d'appliquer des objectifs SMART. Alors je pense que vous savez ce que c'est. SMART, c'est des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporairement définis dans le temps. La plupart du temps, c'est pas forcément, en tout cas là où je suis passé, c'était pas du tout appliqué. En prévention, vérification adéquate des fiches de poste, c'est ça ? Adéquation des fiches de poste et des compétences de la personne.
car effectivement, de temps en temps, on se voit en fait affublé d'une responsabilité qui ne figure pas sur notre fiche de poste, qui induit généralement des erreurs. Donc tout ça passe par de la communication. Ouais, on s'était dit sinon, ça venait dès le recrutement, à la base du recrutement, recruter les bonnes personnes sur le bon poste. Donc c'est se poser des questions sur la fiche de poste. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fiche de poste? Voilà, et identifier les sous-effectifs par rapport aux besoins que va nécessiter ce travail. Donc recentrer bien évidemment la qualité du recrutement, l'intégration et la période d'essai, c'est aussi des moyens assez intéressants pour éviter en fait d'aboutir à la surcharge de travail de l'agent concerné. Et bien évidemment de communiquer très clairement sur les objectifs à réaliser. Voilà, donc ça c'était la prévention primaire, effectivement. En prévention secondaire, on a identifié donc un suivi et une évaluation des projets versus les collaborateurs impliqués. Lorsque des problèmes sont rencontrés, établissement d'actions correctives, donc et communiquer bien évidemment à l'ensemble des personnes impliquées, instaurer des moments de régulation. Donc je pense que c'est ça se passe sous forme de réunions, de débriefing et ce genre de choses. Un autre point important aussi, la formation avec le management, notamment la sensibilisation des managers sur les risques psychosociaux, comme l'a dit ma collègue précédemment, et la formation pour identifier aussi d'autres problèmes stressants comme la radicalisation. Voilà. Merci beaucoup Pascal. Merci. Et du coup, pour ce groupe, c'est Hélène qui va faire la restitution. Si tu peux venir jusqu'ici, s'il te plaît. Tu peux rester. Donc, on ne va pas nous revenir sur le 1 parce que vous en avez bien parlé. On va vous parler un petit peu des autres que nous, on a un peu étudié de notre côté. Juste peut-être pour parler en termes de prévention, nous, on avait parlé de l'espace de dialogue. En fait, créer des espaces de dialogue, vraiment que ça vienne aussi d'en haut de la structure et que les CODIR, les senior management team encouragent le dialogue sur ces questions, que ce ne soit pas de tabou en fait, parce qu'il y a trop de tabous encore autour de ces questions. Et puis peut-être créer des espaces de repos. Alors nous, on était sur le terrain, sur les bureaux au siège, ça existe peut-être mieux, des petites salles de repos bien aménagées, petits fauteuils massants pour ceux qui ont des budgets. Nous, on n'en a pas, mais voilà, des idées, ça peut aussi aider. Peut-être, brièvement, nous, on avait parlé, on était sur les problématiques terrain, donc si je dois en choisir, peut-être pour parler, il y avait le 2 qui était la gestion un peu émotionnelle, les exigences émotionnelles, et puis peut-être parler du contexte sécuritaire qui était le plus 1. Sur le document. Au niveau des émotions, si je parle de ce que nous on a identifié, c'était effectivement la souffrance humaine, être submergé par ses émotions quand on est vraiment face à la crise et à la détresse sur le terrain. L'isolement des familles aussi qui n'est pas à négliger, des familles, des amis. Là, ce qu'on avait noté comme indicateur, ça pouvait être l'irritabilité. Par exemple, des collaborateurs. Je vais essayer de ne pas rentrer dans tous les détails, mais... Et puis, pour les mesures de prévention, l'accompagnement psychologique qui est important. Et puis là, on avait un peu des débats. C'était quoi la temporalité de l'accompagnement psychologique? En fait, je pense qu'il est avant, pendant, après, pour faire simple, mais complet. Et puis, peut-être aussi des groupes d'échange, c'est-à-dire également créer, au-delà de l'espace de dialogue un peu plus général sur ces questions de la gestion émotionnelle, parce que c'est pareil. Là, on en parle et puis ça vient de plus en plus. Mais quand vous êtes sur le terrain, parler de vos émotions,
c'est pas toujours facile, c'est pas toujours bien vu. Donc ça, on en avait aussi discuté. Par rapport à la situation sécuritaire, c'est vrai que quand on est sur le terrain, c'était notre numéro 1 des facteurs de stress. Quand on a fait l'exercice, tout le monde est venu avec son petit ticket en disant oui, on l'a connu, être face aux armes, face à la sécurité, à des conflits ou des manifestations de rue. Enfin voilà, ça prend différentes formes, mais qui sont quand même là. Et puis pour les indicateurs, on a parlé parfois des addictions en fait, qui se développent sur le terrain, alcool ou autre, avec des consommations excessives. Alors le café peut en faire partie aussi. Mais voilà, toutes sortes d'addictions. Ça peut être les jeux, ça peut être... Il y a vraiment un tas de choses là-dedans. Et puis... au niveau des indicateurs aussi, c'est là peut-être un peu plus collectif, c'est dans le cadre des évaluations de contexte sécuritaire. C'est vrai que ça existe. On fait des évaluations presque quotidiennes des contextes et puis de voir que... Alors, c'est parfois pas logique parce que parfois, même quand on est en situation sécuritaire basse, enfin vert plutôt dans notre code couleur, il y en a qui peuvent quand même être soumis au stress. Donc attention de ne pas les négliger et puis d'être vigilant aussi quand même à ces signaux qui peuvent être bas mais qui sont là. Et puis pour les mesures de prévention, dans ce contexte sécuritaire, par rapport à ça, on avait parlé des briefings. Donc là aussi, briefing avant. On a aussi parlé du recrutement. Je rejoins, attention au recrutement, d'être très clair quand on sait déjà le pays pour lequel on recrute sur les contextes, la réalité. Comme diraient mes collègues à moi, on ne vend pas la mariée plus belle qu'elle n'est, non. Il faut être très honnête. L'honnêteté, c'est important si on veut aussi établir une relation de confiance. Et puis, l'entraînement aussi sur les processus sécuritaires. Ma voisine nous signalait en fait que des fois, de s'exposer en situation plus calme au risque de manière répétée sur un entraînement régulier nous permet d'être mieux formés et puis de peut-être mieux appréhender le risque une fois qu'il se concrétise pour de vrai. Donc voilà, puis sinon peut-être dans d'autres mesures de prévention, je trouvais aussi intéressante, il y avait aussi le team building par rapport aux tensions dans les équipes, donc le facteur de stress numéro 4. Et puis ça peut aussi, des fois, même pour la surcharge de travail, renforcer les liens, les dynamiques, pour oser aller chercher de l'aide aussi après quand on a une surcharge. On connaît bien ses collègues, on connaît bien les compétences des uns et des autres, et puis on peut plus facilement savoir vers qui aller chercher de l'aide dans ces situations-là. Et un autre point qui était intéressant aussi, c'était le droit de dire non. Voilà, une problématique rien qu'en elle-même, mais qui peut aussi, pour le contexte sécuritaire, mais un peu partout, à un moment donné, dire non à la surcharge, dire non à un déplacement dangereux, dire non à des tensions dans l'équipe, etc. Donc voilà. Merci beaucoup. Tu as éteint le micro ? Non, c'est bon ça ? Non, c'est bon. Merci beaucoup à tous pour vos échanges, pour votre participation, pour toutes les idées qui ont été partagées. Pour conclure, j'invite mes co-animateurs à me rejoindre pour peut-être dire, si vous voulez dire un mot pour conclure. Et peut-être Bertrand, vu que tu étais dans le groupe du terrain, où vous avez parlé beaucoup de sécu, est-ce que tu peux revenir sur cette étude sur le facteur sécu, s'il te plaît ? Effectivement, il y a une étude que vous pouvez tous aller consulter parce qu'elle est accessible en libre accès. C'est Young et collaborateurs. Young s'écrit comme jeune, Y-O-U-N-G. Et en fait, ils ont réalisé une étude qualitative, dans laquelle ils ont demandé aux humanitaires quels étaient les 3 principaux facteurs de stress qu'ils rencontraient sur le terrain. Et donc, ça vous donne un tableau
dans lequel vous allez certainement retrouver une bonne partie de ce que vous avez évoqué. Et vous voyez le nombre de fois où ces items ils ont été cités. Je vous le fais très rapidement. Vous avez la surcharge de travail, tous les problèmes organisationnels qui sont cités. Vous avez tous les problèmes de relations avec les collègues qui sont cités et le security concern, donc le contexte sécuritaire qui est également cité. Je vous invite à aller la voir, elle est très drôle parce que dedans vous avez aussi d'autres questions qu'ont posées les expérimentateurs. Ils leur ont demandé quels étaient les principaux facteurs d'adaptation les plus mauvais qui étaient utilisés par les humanitaires, et vous avez l'alcool qui est cité en premier. Voilà, il y en a plein d'autres qui sont intéressants, et ils demandent aussi quels sont les 3 principaux facteurs de protection d'adaptation au stress les plus efficaces qu'ils ont utilisés, et vous retrouvez dedans notamment le fait de rester en contact avec sa famille, avec ses amis, et le fait de pouvoir faire des activités physiques, sportives, pour pouvoir un petit peu s'évader. Donc normalement, c'était un peu ça l'esprit de cet atelier, c'était aussi de vous faire reproduire d'une certaine façon cette expérimentation-là, et comme ça vous pouvez la suivre. Merci. Tu veux dire un mot de conclusion ? Un mot de conclusion. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps. Je pense que l'idée, c'est vraiment de réfléchir à ce qui peut être fait aussi à votre niveau. Et moi, j'inviterais vraiment, comme je l'ai partagé avec le groupe, à chacun, prenez soin de vous, pensez à vous, et c'est la meilleure manière dont vous pourrez prendre soin des autres, que ce soit vos collègues et que les populations aussi pour lesquelles on travaille tous les jours. Et comme on mentionnait dans mon groupe, comme Justine le mentionnait à la fin, les formations de premier secours psychologique ou premier secours en santé mentale sont très très intéressantes pour cela, et ça permet aussi de déstigmatiser le fait de parler de santé mentale. Comme l'une des personnes du groupe mentionnait, ça fait peur des fois, et c'est justement pour ça qu'il faut en parler et qu'il faut apprendre à en parler. C'est pas donné, c'est pas facile, quel que soit le pays, la culture, donc prenez soin de vous. Moi, c'est un peu mon message de fin. En tout cas, merci pour la participation de tous les membres du groupe. Merci. Oui, merci. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est de vous dire que l'idée de l'atelier, c'est déjà de vous faire prendre conscience. Il y a des outils tout simples, en fait, pour les RPS. Et la première chose, c'est de s'asseoir ensemble et justement de voir les facteurs de stress, réfléchir à leur origine et après aux mesures de prévention. Et ça, les RPS, c'est une affaire individuelle, mais aussi collective et organisationnelle. Et déjà, le faire au niveau de vos équipes. Là, vous reprenez la même logique qu'on a eue aujourd'hui, on l'a fait de façon ludique, vous pouvez aussi le faire de façon ludique avec vos équipes, et ça peut vraiment amener des réponses qui vont changer les comportements au sein de vos équipes. Voilà, merci. Merci beaucoup. Justement, c'était ce que je voulais un peu dire en conclusion, et ce que je disais aussi en introduction, c'est que notre objectif, c'est de changer la focale. En fait, on parle de RPS, on parle assez souvent plutôt du côté individuel, former, accompagner, à ce que les gens tiennent, à ce que les gens gèrent mieux leur stress. Et en fait, nous, on voudrait décaler un peu les débats pour le monter à un niveau institutionnel, organisationnel. Parce que si on reprend le facteur de stress numéro 1, donc la charge de travail, elle est due à des procédures qui n'en finissent pas et qui n'ont pas forcément beaucoup de sens, qui sont parfois infantilisantes, une lourdeur bureaucratique, le manque d'autonomie, des managers non formés, ça vous en avez aussi beaucoup parlé. Et ça relève des organisations et pas des individus. Donc c'était vraiment important pour nous de remettre ça au niveau que ça doit être. Et pour conclure, les RPS, pour nous, et je pense pour vous, c'est pour ça que vous êtes là, ça ne devrait pas être un bonus, une cerise sur le gâteau, un truc qu'on fait quand on a le temps. Et quand, voilà. Les RPS, la santé des travailleurs, c'est ce qui tient tout. Parce que si on n'a plus de travailleurs, on n'a plus de projet, voilà, il ne se passe plus rien, quoi. Donc voilà, remettre aussi cette question-là de la santé des travailleurs humanitaires au cœur des questionnements, au cœur aussi des stratégies, à un niveau voilà, organisationnel et non plus individuel. Merci à tous et à toutes.
Merci. Pour ceux et celles qui souhaitent qu'on vous envoie le petit document qu'on vous a imprimé, vous pouvez, j'ai préparé une petite feuille, vous pouvez nous laisser vos adresses mail et on vous enverra la version PDF. Voilà. Merci.